Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Efalia avec la collaboration de Shift pour un webinaire comment se mettre en ordre de marche pour réussir son projet de dématérialisation. Tout au long du webinaire, je vous laisserai poser vos questions sur le chat qui se trouve à droite de votre écran et nous y répondrons donc en fin de présentation lors d'une petite session de questions-réponses. Je vous laisse donc avec les experts de la dématérialisation. Messieurs, c'est à vous. Merci Emma. Donc effectivement, on va démarrer ce webinaire. Donc le sujet, c'est Voilà, je vais y arriver. On se met en ordre de marche pour mettre en place la dématérialisation. Au programme, on va tout d'abord faire un petit point sur les enjeux et les bénéfices de la dématérialisation. On aura quelques chiffres à vous donner sur ces éléments-là. À partir de là, on pourra vous présenter Efalia et ce que nous faisons. Et enfin, nous passerons avec notre partenaire Shift pour vous expliquer comment on peut démarrer et structurer un projet de dématérialisation et éventuellement voir quels sont les écueils à éviter. Si nous commençons, on va d'abord commencer sur les enjeux de la dématérialisation avec une définition et puis quelques chiffres qui vont étayer en fait ces enjeux-là. Donc, c'est quoi finalement la dématérialisation? La dématérialisation, c'est une démarche de zéro papier. C'est-à-dire que c'est une décision de gestion de l'entreprise qui vise à réduire l'utilisation du papier, tout ou partie bien évidemment, par la dématérialisation des documents et des processus. Donc, on est là sur un sujet essentiel qui est en fait la partie documentaire, donc la dématérialisation des documents, c'est-à-dire ne plus les avoir en papier, mais les avoir sous forme électronique. Et au-delà de cet aspect documentaire, puisque un document, ça se traite et ça se produit et ça se traite et ça se range, on a derrière tout un nombre de processus qu'on va également dématérialiser. Alors, les enjeux de la dématérialisation sont de plusieurs ordres. Nous avons tout d'abord des enjeux bien évidemment économiques, puisque derrière cette dématérialisation, on va être en capacité d'obtenir un certain nombre de gains sur du temps. Donc déjà du temps à l'accès à l'information, du temps de traitement, puisqu'on gagne de la productivité quand on est dématérialisé. Et on va avoir derrière également un certain nombre de réductions de coûts, notamment liées bien évidemment à l'impression, au matériel d'impression, au stockage de ce papier. Donc derrière, ça a aussi un impact sur l'espace qui pourrait être dédié au classement et à l'archivage de ce papier, donc bien évidemment les archives papier. Et bien évidemment, tout l'intérêt derrière de cette dématérialisation, à nouveau en gain d'économie, c'est la disponibilité de l'information à tout moment, que ce soit au bureau, à distance, en télétravail ou ailleurs. On a également des gains beaucoup plus opérationnels par rapport à la dématérialisation qui sont liés en fait à la sécurité et à la confidentialité de ces documents, puisqu'on va assurer derrière une sécurisation, on va valider qui peut accéder à certains documents et s'assurer que ces documents-là ne sont partageables que à destination de certaines personnes. On va également, au travers de cette dématérialisation, fiabiliser les documents. On va s'assurer qu'ils ne sont pas modifiés, on va s'assurer qu'ils sont fiables et fidèles dans le temps. On va avoir également un impact sur la qualité, à partir du moment où on a des choses qui sont dématérialisées, qui sont fiables, qui sont pérennes et qui sont sécurisées, on va pouvoir améliorer la qualité du service rendu. Et bien évidemment, derrière, on a toute la traçabilité qui est associée au processus documentaire ou aux processus qui peuvent être dématérialisés. Derrière, ça a un certain nombre d'impacts qui sont liés à la fois aux relations qu'on peut avoir avec l'écosystème. Donc, d'un côté, sur la partie employeur, la partie employeur et image de marque. Donc, on est sur une démarche qui se veut écologique, qui permet de valoriser la responsabilité sociétale de l'entreprise.
Ça permet également d'avoir une certaine valeur marketing vis-à-vis des clients, puisque ça permet d'avoir une image de marque beaucoup plus vertueuse et qui facilite derrière le recrutement donc que ce soit du recrutement de clients ou que ce soit du recrutement de collaborateurs, bien évidemment. Sur la partie client, la dématérialisation a un impact très fort sur la satisfaction du client puisqu'on est en capacité derrière de pouvoir améliorer en fait la circulation documentaire, que ce soit avec les clients, mais que ce soit aussi en interne pour améliorer les processus internes et donc derrière un impact évident sur la satisfaction client. Alors, la dématérialisation, c'est quand même une réalité, hein. On a déjà des choses qui nous sont imposées. On a des exigences réglementaires qui s'imposent à nous sur ces éléments-là. Donc, notamment, on a une exigence réglementaire sur la facture électronique, puisque depuis 2020, les entreprises sont tenues d'envoyer leurs factures à destination du secteur public en format électronique. Mais on a derrière la loi de finances qui introduit pour en fait toute la gestion de la TVA et donc pour pouvoir valider tous ces éléments vis-à-vis des déclarations de TVA, on a une obligation progressive de pouvoir dématérialiser les factures et de transmettre les factures sous forme dématérialisée entre les entreprises. Donc bien évidemment, ces obligations se font en fonction de la taille des entreprises et derrière, on a des obligations de réception. Donc en 2024, on va être tous obligés en tant qu'entreprise, on va être tous obligés d'accepter la réception de factures dématérialisées. Et à partir de 2024 et échelonné d'année en année, l'obligation de transmettre des factures, donc d'abord pour les grandes entreprises, ensuite pour les ETI, enfin pour les PME. On a derrière d'autres obligations que vous avez, bien évidemment, hein, c'est des choses qui sont déjà existantes pour notamment les comptables, les déclarations URSSAF, etc. Donc, on a quand même déjà l'habitude de travailler sous forme dématérialisée. Là, ça nous impose ces éléments-là sur la facture électronique, mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin potentiellement dans la relation avec nos clients. On a également un contexte réglementaire quand même plutôt favorable, puisqu'on a déjà des éléments qui sont inscrits dans le Code civil depuis un certain nombre de temps, qui nous dit, et ça a été validé par l'ordonnance de février 2016, qui dit que la copie numérique dite fiable, c'est-à-dire qui a été faite dans de bonnes conditions, cette copie numérique a la même force probante que l'original. Donc ça, c'est un élément très important. Donc ça nous permet aussi derrière pour peu qu'on ait bien mis en place un mécanisme de numérisation propre, on a la capacité de produire une copie numérique à la place de l'original. Et derrière, on a des choses qui rentrent en ligne de compte, la signature électronique et ce fameux règlement EIDAS qui nous permet de définir quels sont les niveaux de signature électronique. Donc la signature électronique nous permet notamment de pouvoir dématérialiser des contrats et des éléments engageants. Et enfin, sur la partie ressources humaines, on a également, depuis l'entrée en vigueur de la loi du travail depuis le 1er janvier 2017, l'employeur peut proposer à ses salariés la dématérialisation des bulletins de paie. Plus récemment, la dématérialisation, si vous l'avez peut-être vécu, c'est quelque part imposé à vous avec la crise sanitaire liée au Covid et l'augmentation du télétravail. Donc, on a tous cherché à dématérialiser de façon peut-être artisanale à des moments, mais on va pouvoir vous expliquer comment pouvoir faire ça, comment pouvoir faire les choses correctement. Alors, bien évidemment, la dématérialisation, ça nous amène à réfléchir et ça nous amène à une nouvelle façon de travailler, puisque dématérialiser, ça veut dire ne plus avoir forcément d'éléments physiques qui nous associent aux documents et au processus. Donc, ça veut dire derrière que ça peut nous permettre de réfléchir à nos espaces de travail, puisqu'on n'a plus besoin de papier et puis on n'a peut-être même plus besoin forcément d'être au bureau. Donc, ça aussi apporte
une réflexion sur une organisation, par exemple en flex office ou en mode mixte, présence au bureau et télétravail. Alors, quelques chiffres pour imager, pour étayer ces éléments. Donc, on s'est basé sur un rapport CERDA qui est sorti récemment. Donc, le CERDA, c'est un centre d'études et de recherche sur la partie documentaire. C'est un cabinet qui étudie ces choses-là de façon régulière et on voit que les enjeux pour les entreprises qui ont été exprimés sont, et pour beaucoup, 83%, c'est quand même énorme, c'est organiser l'accès et le partage de l'information et des connaissances. Les autres éléments qui sont regroupés, qui font environ 50%, c'est tout ce qui est définir des règles en matière de processus documentaire, de maîtriser les risques liés à sa gestion des documents et organiser la pérennité associée à ces documents. Donc là, on a un très fort focus sur le document et la façon dont on le produit, dont on le gère, dont on le sécurise. Et après, on a des choses un peu moins prégnantes, comme la valorisation de l'information ou maîtriser des coûts documentaires. Alors, on a un autre élément qui ressort de cette étude CERDA, c'est derrière des attentes qui sont exprimées par des dirigeants, c'est le fait de gagner en efficacité. Donc, on rejoint un peu les enjeux que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'optimisation de processus, la fluidité de communication, le collaboratif, rendre disponible la bonne information aux bons collaborateurs. Donc ça, c'est également le fait de pouvoir organiser les choses et de ne pas être noyé dans la masse d'informations et la masse de documents qui peut nous être proposée. Et enfin, le troisième élément en termes d'attente, c'est la traçabilité et la sécurité des informations importantes. Donc là, on a également une notion de sécurité qu'on a vue par ailleurs, mais qui bien évidemment va ensemble. Donc on a tout compte fait par rapport à ces enjeux et par rapport à ces attentes, à la fois la volonté de fluidifier les choses, mettre à disposition les bonnes informations, tout en gardant une certaine sécurité, une certaine traçabilité par rapport aux processus qui sont associés à ces documents. Donc voilà, j'espère que ces éléments introductifs vous permettent peut-être de vous retrouver dans ces éléments. Donc en tout cas, ce sont des éléments qui sont pour nous importants. Ce sont des choses qu'on voit depuis pas mal d'années. Et en tout cas, on travaille sur ces sujets. Donc on va pouvoir vous expliquer un peu ce que fait Efalia. Anissé, je te propose de présenter Efalia. Avec plaisir. Merci en tout cas pour ces éléments construits qui donnent effectivement une bonne connaissance sur la dématérialisation et ses enjeux. Alors Efalia, effectivement, la dématérialisation, on connaît depuis longtemps. Alors, ce qu'il faut d'abord définir à Efalia, c'est qu'on est éditeur et intégrateur de solutions. On a des valeurs qui sont très ancrées et ça me paraît important de les mettre dès le départ puisque effectivement on prône un esprit d'équipe, de l'orientation client avec évidemment un vrai souci de l'écoute et du besoin client qu'on inclut dans nos produits que nous développons, qu'on développe avec un souci de la fiabilité qui est le maître mot Efalia, puisqu'on gère effectivement du document et donc des données sensibles, et la fiabilité de nos produits, c'est extrêmement important. Et puis, le respect de l'environnement, Efalia étant décidé à s'ancrer dans une logique zéro carbone en 2035, donc évidemment à tendre vers le zéro carbone en réduisant de 8% notre empreinte carbone par an, donc avec des objectifs qui sont significatifs. Donc de ces valeurs, on va effectivement ensuite regarder ce qu'on fait plus précisément. Alors déjà, pour vous donner les quelques bullet points sur qui nous sommes, on est 140 experts avec une entreprise en hyper croissance. On a plus de 2500 clients en public et privé, donc je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure.
17 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc je l'ai dit, un chiffre d'affaires qui grossit. On évalue à 150 000, 200 000 utilisateurs. Pas toujours facile de savoir le nombre d'utilisateurs puisqu'on a des produits qui sont implémentés en on-premise, donc intégrés chez nos clients. On propose également du SaaS et puis on a 40 ans d'expérience dans la dématérialisation, en commençant par la micrographie, puis en s'étendant évidemment sur d'autres solutions pour être toujours à la pointe de la dématérialisation et du processus. Alors, pour la suite, ce qu'on fait plus précisément, en fait, notre métier, Erwan l'a évoqué, c'est de faire du zéro papier en déployant des briques logicielles qui sont interopérées et qui permettent de répondre à un besoin ou à l'ensemble des besoins de nos clients et de nos institutions, qui peuvent être d'ailleurs de toute taille. En commençant évidemment par le réceptacle documentaire d'une entreprise qui est donc la GED, la gestion électronique de documents, qui permet de classer, trier, habiliter l'information de manière sécurisée. Et évidemment, cette GED est connectée à des outils de SAE. Alors, Erwan, si tu peux revenir juste après. Ces outils de SAE et de signature électronique et qui vont englober ce qu'on appelle du BPM, du Business Process Management. Donc, c'est tout ce qui va être la modélisation de vos processus et la réalisation de workflows plus ou moins complexes qui vont permettre de dématérialiser à la fois des documents froids qui seront en GED, mais également des documents qui vont circuler dans un flux chaud, vivant, de validation, d'approbation, de contrôle. Et ça, c'est des outils de BPM qui vont pouvoir permettre de répondre à ces enjeux. Ensuite, on y met évidemment de la LADRAD. Alors, LADRAD, c'est un mot une appellation un peu compliquée pour dire qu'en fait, c'est de la reconnaissance automatique de documents. Donc, c'est des robots, mettons, sur le document pour pouvoir extraire l'information et éviter la saisie manuelle aux utilisateurs, donc pour leur faire gagner du temps et également en sécurité des processus. Et puis, Efalia est également éditeur de tout ce qui va être production de documents, donc évidemment en masse ou à l'unité, de manière multicanale. Donc ça peut être par exemple des bulletins de paie, des factures que nous retrouvons dans toutes les sociétés et qui s'interconnectent et qui va pouvoir offrir aussi aux utilisateurs la possibilité de modifier de manière interactive leurs documents et ensuite de les produire en masse. Évidemment, le tout est interconnecté et très logique puisqu'on va attribuer du coup l'entrée du document en multicanal à sa sortie et sa production en masse. Voilà, donc ce qu'on fait à Efalia et puis avec un ensemble de références, évidemment ici n'est pas significatif, mais qui permet de se rendre compte qu'en fonction des grands secteurs d'activité, on va adresser des solutions qui vont être pour des grosses entreprises, mais également des petites sociétés et qui va être aussi très verticalisé. Typiquement, sur des outils de business process management, on a des solutions qui sont packagées pour chaque secteur d'activité. Donc, n'hésitez pas à nous consulter pour voir ce qu'on a à proposer, sachant que le business process management est entièrement adaptable, évidemment, au processus de client. Donc, c'est plus des outils que nous avons qui parlent, mais qui sont de toute façon à customiser. Voilà, et puis on continue effectivement cette liste de références avec un certain nombre de secteurs, y compris sur des collectivités, puisqu'on va être présent sur du public et du privé avec des outils variés que nous vous avons présentés tout à l'heure. Merci Anicet. Ce que je vous propose maintenant, c'est face à ces éléments qui vous sont présentés, donc à la fois sur les enjeux de la dématérialisation et puis ce que nous, on peut faire, finalement, quand on fait la question qu'on va se poser, c'est comment on peut démarrer un projet de dématérialisation, puisque nous sommes fournisseurs de solutions, mais il y a certainement, avant le fait de pouvoir déployer et envisager de déployer une solution, il y a toute une réflexion à avoir sur comment commencer ce projet,
par quelle boule prendre, quelle décision on doit prendre et quelle personne on doit mobiliser. Donc là, nous travaillons, on a souhaité inviter Shift sur ce webinaire qui va justement vous présenter une démarche de réflexion sur les projets de dématérialisation. Philippe, je te propose de prendre la main. Avec plaisir. Bonjour à tous. Philippe Giroux, Shift. Voilà, Shift étant une société, un cabinet de conseil basé à Lyon. Pour la petite histoire, donc nous sommes donc experts sur le management de projet et sur le conseil, et également l'innovation. Christian Fargère, ici présent, prendra le temps dans les quelques minutes en fin de présentation pour faire une présentation de la société. De mon côté, je vais aller droit au but et vous présenter une démarche possible et complémentaire à ce qui vient d'être présenté. Émilie Confort, qui est notre expert des maths GED, la pauvre a un Covid costaud. Il était prévu qu'elle présente avec nous puisqu'elle a sa casquette d'expertise. Et l'expertise est importante sur ce domaine également. Donc, je prendrai sa casquette si je peux. S'il y a des questions, ça sera aussi l'occasion potentiellement d'y revenir dans un deuxième temps. Voilà, donc on trouvait l'opportunité intéressante, en effet, de notre point de vue Shift, avec notre approche conseil, de vous présenter une démarche qui pourrait être complémentaire à une mise en œuvre directe d'une démarche de démat vers une cible, vers une solution. Suivant les cas, on s'est aperçu et on l'a vécu, ça vient d'un constat commun également, hein, c'est que des entreprises, des clients potentiellement s'avancent vers une cible de démat, veulent la mettre en œuvre, mais manquent peut-être de maturité, de compréhension des enjeux, des objectifs de la chaîne de valeur. Et là, à ce niveau-là, il peut y avoir quelques écueils. Donc, nous, on a trouvé pertinent de proposer une démarche qu'on vient faire avant la mise en œuvre, sur un temps très court, de manière à sécuriser la cible. L'idée, c'est de faire un point de situation, d'avoir une vision claire des enjeux et des objectifs. Je vais vous présenter comment on va y arriver, comment on va structurer cette approche pour aboutir finalement à une vision plus mature, plus sécurisée de la cible, ou des cibles, des scénarios possibles, parce qu'il peut y avoir plusieurs scénarios à envisager suivant les objectifs qu'on se donne. La dématérialisation, c'est un sujet quand même qui peut être complexe, qui a un panel d'objectifs variés. Il faut y voir clair là-dedans et pour y naviguer sereinement. In fine, c'est avoir la compréhension, la maîtrise des enjeux et de la chaîne de valeur, de mettre le maximum d'atouts pour mener à bien son projet. Voilà, donc Émilie prévoyait donc sur ce slide d'exprimer un petit peu, nous, avec le prisme Shift, notre compréhension de la démat. Ce qu'on aime bien faire, c'est la structurer sur une approche 360 degrés. Ça, c'est important, sans couture. Justement, parler des écueils, l'important, c'est d'avoir une approche sur l'organisation, sur les rôles. Ça, c'est évidemment central, naturellement. Avec une vision également process sur tous les domaines d'activité du périmètre concerné. Donc ça, évidemment, en tant que cabinet de conseil, on a l'habitude de maîtriser ces aspects-là en termes de cartographie et de séquençage du process dans le cadre de la dématérialisation. Il y a une approche communication qui est centrale également, qu'il ne faut pas brader, puisque donc ça va être au centre aussi de la valeur dégagée par cette solution. Très important également la sécurité des données, avec potentiellement un travail préalable important à faire à ce niveau-là, qui peut être un petit peu épineux sur un début de projet,
qui parfois n'est pas suffisamment soigné, travaillé et qui peut derrière poser quelques problèmes. Donc ça, il nous semble important de le rappeler. Et puis évidemment, une conduite du changement, ça peut changement de solution peut avoir des impacts sur les process, sur l'organisation, sur les actes de gestion, sur la façon de travailler de nos collaborateurs. Voilà, donc j'ai essayé de faire un tour du propriétaire, en tout cas sur notre approche, sur les différents piliers qui sont à structurer. Je pense Philippe, oui. si je peux me permettre, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que tout compte fait, on ne se pose pas forcément des questions par rapport aux outils, puisque tout compte fait, le choix d'outils est quelque chose qui découle en fait de la démarche qu'on peut avoir avec une mission chez vous. Absolument. Et si je comprends bien, c'est que l'aspect outil est un sujet, ok, peut-être, mais c'est surtout ces éléments-là qui sont importants et c'est peut-être des choses qu'on ne voit pas forcément quand on démarre un projet de dématérialisation. Tout à fait, tout à fait. Nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que déjà, on est agnostique par rapport à l'outil et aux cibles. C'est pas notre enjeu, hein. On a une approche conseil, justement. C'est éviter cet écueil d'être orienté outil. C'est quelque chose qu'on met au centre de notre démarche aussi et qu'on répète à nos clients. On n'est pas orienté solution. On prend un temps court pour faire un pas de côté, pour être orienté, évidemment, besoin, pour être orienté utilisateur et métier. Voilà, ça c'est notre ADN, hein, Très bien, super. niveau conseil. C'est pour ça que c'est complémentaire. Et ensuite, on se projette vers une cible et vers des solutions possibles. Mais il y a des écueils à ce niveau-là, surtout sur des clients qui ont une maturité faible de compréhension des enjeux de la démat. C'est pas toujours simple, hein, de se mettre d'accord sur les enjeux et les objectifs recherchés. Quelle est la valeur que je veux dégager à travers la dématérialisation? Okay. Plusieurs approches sont possibles. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on propose cette chaîne de valeur qui est indépendante de la solution choisie. Très bien. Bah, tu vas pouvoir nous la présenter. Voilà, donc juste en quelques mots, on propose une approche qu'on a appelée Start and Go, qui est combinable. C'est un temps court, donc un start pour faire un audit flash, un diagnostic flash, et puis donc qui peut se suffire à lui-même et qu'on délivre ensuite à notre client et qui en est propriétaire. Et si ça fait sens, on peut faire donc avancer derrière. Et là, ce qu'on propose sur la partie Go, c'est une démarche progressive d'aide au choix de la cible et in fine de la solution. Donc ça passe par un détail des besoins de la cible, des expressions de besoins et une démarche standard que nous, on a l'habitude de pratiquer chez Shift, une démarche de consultation, c'est-à-dire d'ouverture à un appel d'offres avec la confrontation de candidats et de solutions possibles dans lequel Efalia aurait évidemment sa place. On l'espère en tout cas. On peut passer sur la partie start. Comme je le disais, c'est un diagnostic flash pour qualifier les enjeux et les besoins. C'est un temps court. Ce qu'on propose ici, c'est 3 jours. Shift réalise une introspection rapide pour vous proposer la meilleure approche. Donc là, ce qu'on a formalisé, c'est donc les étapes, les objectifs, quel est le format et les livrables attendus de façon synthétique. Donc ça se structure en 3 temps. Premier temps, le cadrage des enjeux, qui est crucial. Ça, on le fait sous forme d'atelier collectif sur 2 demi-journées, avec l'ensemble des parties prenantes, avec un enjeu important d'embarquer les bons sponsors, les personnes clés et les parties prenantes à ce moment-là. Les livrables à l'issue, c'est une matrice de maturité, parce que ça, c'est le constat qu'on a évoqué, c'est le point de départ en termes de
maîtrise des enjeux et de la valeur métier qu'on souhaite dégager. Donc, nous, on va la qualifier pour aussi aider notre client à se situer dans sa démarche. Ensuite, évidemment, une cartographie des enjeux et une synthèse des attentes. Donc déjà, après ces 2 demi-journées, on a déjà en main une vision plus claire de la situation, des constats et des enjeux. Ensuite, deuxième temps, ça va prendre 2 jours. Donc ça, c'est plus un travail en chambre que l'on va réaliser. C'est l'étude de chiffre des entrants. Donc là, en effet, sur un recueil exhaustif des documents en entrée, on va réaliser une matrice des besoins de dématérialisation et une matrice SWOT, à savoir force, faiblesse, opportunités et risques, sur les volets organisationnels, fonctionnels et techniques. Là encore, on souhaite avoir une démarche 360 degrés sur ces différentes dimensions. Et à l'issue de cette phase 2, on a un dossier quand même déjà bien étayé sur la qualification des besoins. Troisième temps, un temps de préconisation qui là va se faire en 2 heures. C'est sous forme de restitution en réunion, en comité auprès du client, pour co-valider les scénarios par priorité, restituer la matrice d'opportunité et la synthèse du diagnostic. Voilà la démarche. Donc, à l'issue de cette phase de start, qui est un diagnostic, on peut déjà s'arrêter là. Et le client a en possession déjà non seulement une photo, mais aussi, on va dire, une qualification des scénarios et des trajectoires possibles bien étayées. Ce qui est déjà un bon atout pour mettre tous les facteurs clés de succès pour ensuite avancer vers une démarche de mise en œuvre. D'accord. Ça veut dire qu'en 3 jours, en fait, il ressort de cet audit avec peu d'engagement de sa part, enfin en tout cas un engagement parce qu'il doit participer aux ateliers, mais il a en sortie une feuille de route qui lui permet de savoir dans quelle démarche il s'engage pour sa dématérialisation. Tout à fait. D'accord. Ensuite, si cela est souhaité, on peut avancer un cran plus loin. C'est la partie donc Go sur le slide suivant pour s'avancer vers la cible. Le projet d'aide au choix de la solution à déployer. Donc là, on vous accompagne de bout en bout sur une méthodologie aux règles de l'art qui passe par un lancement de projet. Alors ça, oui, ce temps-là, c'est en moyenne 3 mois. Donc là, on est sur un temps plus long. Alors, hors temps de réponse des éditeurs, puisqu'on est finalement sur une démarche de consultation, donc avec un avis de marché, un appel d'offres, et puis donc il y aura un temps donné évidemment aux éditeurs aux éditeurs de solutions de démat pour faire leur réponse, leur offre technique et commerciale. Donc ça, c'est la fin de la consultation. Avant cela, ce qui est très important, c'est qu'on va déjà lancer le projet avec évidemment en main le diagnostic du start préalable. Donc là, on réunit les parties prenantes sur un temps d'une semaine en termes de délai, pas en charge pure, pour valider les éléments structurants de la mission, embarquer les équipes et réaliser évidemment la réunion de cadrage et de lancement. Là, donc, c'est le T0, on lance le projet et la démarche de consultation. On va passer sur évidemment une phase d'analyse de l'existant et des besoins sur un délai d'1 mois. Donc là, ça s'articule autour d'entretiens individuels et d'entretiens collectifs. Donc là, on va assez classiquement aboutir à la cartographie des processus, mais aussi et surtout des usages, avec une cartographie fonctionnelle, le gisement de documents et d'informations qui est au centre de la structuration de la démat,
Et puis, le lien de ce gisement de documents avec les rôles et responsabilités, en termes de racines notamment, et les enjeux métiers. Voilà, donc on balaye de façon exhaustive ces éléments-là, qui seront ensuite au centre de l'expression de besoin et de la consultation. Avant d'avancer sur la consultation, ce qui nous semble important, c'est de définir ensemble et de co-construire, main dans la main avec le client, une cible. Donc l'idée, ce n'est pas de calquer la cible sur la situation actuelle, mais de co-construire, ça se fait sur un temps de 3 semaines, le niveau des exigences, les indicateurs, les bénéfices attendus, surtout les cas d'usage. Donc là, il y a un travail avec les personnes clés et avec l'ensemble des métiers qui est très important. Ça se fait sous forme d'ateliers que nous, on accompagne, qu'on anime, avec des phases potentiellement aussi d'idéation. En termes d'expérience utilisateur, c'est quelque chose aussi qu'on peut venir greffer à notre démarche. Et in fine, on arrive à une feuille de route et de mise en œuvre. Et là, on a bien à ce moment-là une expression de besoin complète qu'on insère dans un 4e temps dans la consultation, avec une démarche assez classique que l'on maîtrise, d'appel d'offres, de soutenance, d'analyse des éditeurs. C'est sur un temps de mois, prenant en compte l'ensemble des itérations, où on va converger vers une shortlist de candidats éligibles. On va donc évidemment, sur la base d'un cahier des charges, des scénarios de démonstration que nous, on aime bien détailler au maximum pour venir challenger nos soumissionnaires et leur demander d'expliciter presque sous forme d'un POC les solutions proposées. Et puis, donc, on va analyser ces offres et puis restituer une préconisation, et on est aussi en aide à la négociation et à la contractualisation. Voilà pour faire un résumé de ce Start and Go, qui est encore une fois une démarche combinable. À l'issue donc ensuite de cette démarche, eh bien, on peut faire son choix sur la meilleure solution et la meilleure cible, et ensuite mettre véritablement en œuvre et déployer le projet. Très bien. Et effectivement, nous, côté éditeur, quand on est embarqué dans ce genre de consultation et que tout ce travail-là est fait en amont, on se retrouve dans une situation où on a un client qui est éclairé, qui a déjà réfléchi à toute la partie problématique qu'on a vue tout à l'heure, à la fois d'organisation, à la fois de communication en interne, à la fois d'accompagnement. Et on a des choses qui sont beaucoup plus faciles à déployer quelque part à partir du moment où on a eu cette démarche au départ. Je pense que j'ai fait le tour de la démarche. Sur les slides suivantes, si je ne me trompe pas, on est sur, en effet, la présentation de la société Shift. En quelques minutes, ce que je propose, c'est de passer la parole à Christian Fargère, ici présent. Ah, Christian, on ne t'entend pas? Oui, on ne vous entend pas. Je pense qu'il y a un petit problème de micro. Pourtant, ils ont activé. Christian, on ne t'entend pas? Vous m'entendez? Ah, Oui. Un peu mieux? Oui. Très bien. Vive les joies de la technologie, mais on est tous là. Les aléas du direct. Ok, il est agréable, oui, tout à fait. Donc, pourquoi ce slide en premier quand on présente Shift? Parce que vraiment, alors, c'est vraiment une raison d'être, et dans toutes nos activités, dans toutes nos démarches, la raison d'être est majeure. On est société à mission depuis octobre 2021, ce qui nous oblige à pas mal de choses,
à beaucoup d'événements et beaucoup d'actualités au sein du cabinet et avec nos clients, puisque Société à Mission, on fait intervenir et nos clients et nos partenaires dans l'activité ou dans la prise en compte des sujets. Donc c'est un sujet très important pour nous. Et notre raison d'être, c'est mettre l'humain au cœur de l'innovation digitale. On sent bien que dans tous ces projets, on a des transformations, on a des changements, et l'humain, il n'aime pas trop le changement, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc ça, c'est un de nos leitmotivs pour faire en sorte qu'on trouve des expériences collaboratives inspirantes, qu'on ait de l'innovation dans les sujets qu'on amène, mais qu'on ne déstabilise pas les structures et qu'on amène de la valeur. Le slide d'après, c'est aujourd'hui Shift. Alors, Philippe vous disait que Shift Consulting est une société lyonnaise qui a été créée en 2013, mais qui a racheté aussi une autre société qui s'appelle Alcé, qui vient de rejoindre le groupe Shift depuis quelques semaines. Donc maintenant, c'est Shift aussi. Une société qui était basée et à Marseille et à Paris. Donc aujourd'hui, on a 3 antennes pour accompagner l'ensemble de nos clients. Et vous verrez, on a des clients de tous ordres qu'on accompagne aussi bien en France qu'à l'étranger sur les domaines du conseil que je vais vous présenter après, sur les domaines de l'innovation, l'innovation centrée sur l'aspect utilisation de solutions, l'aspect innovation dans les approches et les démarches au sein des systèmes d'information de nos clients. Et puis, on a également dans nos activités l'aspect formation. On est très orienté, et même dans les démarches que Philippe vous a proposées, on est très orienté aussi pour regarder ce qui se fait de mieux, les règles de l'art de nos métiers. Donc, quand on parle de référentiel, on aime bien nous parler de COBIT 5, qui est un référentiel qui nous permet de ne rien rater dans une transformation. On va parler de TOGAF, d'autres référentiels. On va parler d'approches méthodologiques, comme l'a fait Anissé tout à l'heure. On est bien BPMN 2.0. Voilà, donc tous ces sujets-là, on les a en tête et on les met en œuvre et on est capable de former là-dessus. On est organisme de formation. Et la plus grosse partie de nos activités, c'est le projet. Une fois qu'on a défini là où on voulait aller, comment on voulait aller et qu'on a établi un certain nombre de solutions, donc les solutions, nous on accompagne des clients PME, PMI, ETI et grands groupes sur le choix de solutions, après avoir, comme on vous a expliqué tout à l'heure, bien défini le besoin. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut le mettre en œuvre. Et la plus grosse partie de nos activités, c'est la mise en œuvre. Shift aujourd'hui, c'est 150 personnes réparties sur les 3 sites que je vous ai nommés. C'est 15 millions de chiffres d'affaires en 2021. C'est une progression à 2 chiffres. Et aujourd'hui, la partie conseil représente 10% de l'activité. Ça veut dire que le conseil pur tel qu'on vous l'a présenté, ça représente environ 1,5 million. Les personnes qui nous accompagnent, il y a une quinzaine de consultants dans la partie conseil et on a une expérience qui fluctue entre 15 ans d'expérience dans le monde du conseil et plus de 30 ans, dont je fais partie, pour accompagner ces clients-là dans leur transformation digitale. Qui, on le rappelle, transformation digitale très structurante qui doit correspondre à une stratégie de l'entreprise. Et si on passe juste derrière, pour que je respecte le timing, je vous ai présenté juste la partie conseil et on va s'orienter sur la partie management de la transformation. Donc là, on a repris en un slide tout ce qu'on apporte dans la partie conseil et sur la gauche, l'état des lieux et préconisations. Ça a été un peu démontré par la méthodologie et la démarche que vous a présenté Philippe, donc je ne vais pas y revenir tellement dessus. Les feuilles de route de transformation, les accompagnements de la transformation, il faut savoir que l'AGED est un domaine important pour Shift dans l'accompagnement de nos clients et on est très métier, je le rappelle, et j'aime bien le rappeler on accompagne les métiers dans ces domaines-là, mais on est aussi, et on le fait sur d'autres produits, de la transformation, aussi bien des ERP,
du CRM, et puis plein d'autres acronymes, mais je vous laisserai, je vais pas m'étaler là-dessus. Donc là, on peut également passer sur la slide suivante. Vous avez bien compris que quand on est dans la présentation des offres Shift, eh bien, on est dans un accompagnement de bout en bout. On va être de la partie conseil stratégique. On n'est pas là pour établir la stratégie des entreprises, mais on est là pour décliner la stratégie des entreprises au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'on va prendre la stratégie et on va voir comment la prendre en compte et la décliner sur les aspects gouvernance et management, bien évidemment. Et puis, une fois qu'on a fait le choix de la trajectoire, le scénario établi pour pouvoir respecter la stratégie de l'entreprise, eh bien, on est plutôt en tactique. Et bien derrière, on va parler de déploiement opérationnel avec un cadrage, un design, un pilotage, et puis la qualité, donc tout ce qui est matrice des risques, suivi des risques, mise en place de solutions pour que les succès soient à l'arrivée et que les besoins soient traduits au travers de solutions et de produits. Et puis derrière, une fois qu'on a fait le projet, la vie continue. Donc un projet, ça ne s'arrête jamais, mais ça se transforme en ce qu'on appelle maintien en condition opérationnelle avec des mesures, des adoptions, puisque le changement est continuel, et puis la mesure de la satisfaction et des itérations. Les personnes qui nous font confiance, là on a mis une grande partie de nos clients. Donc on voit ici qu'on a aussi bien des clients dans lesquels pratiquement dans tous ces clients, on a eu des missions de conseil à mener. On a des clients, on n'a pas mis des PME, PMI parce qu'on en a beaucoup et puis c'est moins connu. On a quelques ETI qu'on accompagne sur ces sujets-là et puis pas mal de grands groupes. Et enfin, pour finir, on vous a mis des exemples de clients sur lesquels on a accompagné des sujets de dématérialisation, donc dans l'aide au choix d'outils de capitalisation de l'information, dans des refontes de processus de gestion, dans de la gestion de référentiels métiers, parce que pour faire tout ce qu'on vient d'évoquer jusque-là, ce qui est quand même la meilleure façon de faire, c'est d'avoir un référentiel métier de l'ensemble des processus de l'entreprise qui nous permettent d'avoir une cartographie des processus, nous permet d'avoir une organisation d'entreprise qui nous permet également d'avoir l'ensemble des activités et donc d'avoir l'ensemble du système d'information qui doit piloter ou aider à réaliser ces activités. Et donc, la déclinaison sur des solutions, elle arrive par ce fait-là. Donc, le référentiel métier est une chose importante pour nous. La mise en place d'outils comme de corbeilles de tâches et de notifications, l'aide au choix d'outils de management. Et puis, un autre, c'était le service de reconnaissance et de lecture automatique de documents en temps réel. Ça, c'était pour le monde de la banque. Mais là, on est dans des outils de dématérialisation. Voilà, donc là, on vous a mis 4 outils, dont un confidentiel dans l'industrie du textile, qui est un des leaders du monde du luxe dans le textile, et qu'on accompagne depuis longtemps sur ces sujets-là, de choix d'outils, de dématérialisation. Comme l'a rappelé Erwan, il y a un certain nombre d'échéances qui arrivent, donc tous nos clients, ils essayent de voir comment ils vont être conformes à la législation sur laquelle on va devoir répondre tous. Voilà les sujets qui nous animent et dans lesquels on accompagne nos clients. Aujourd'hui, dans ces accompagnements, on a en moyenne entre 15 et 20 dossiers actifs sur ces sujets-là. Et j'en ai fini et je crois que j'ai respecté le timing de fin. On est bien au niveau du timing. Parfait. Merci. Merci à tous. Merci. Vas-y, pardon. Pardon, excuse-moi. Moi, j'ai peut-être une question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on vient vous voir et qu'est-ce qui fait qu'on déclenche une mission avec vous? C'est une très bonne question. Ce qui fait qu'on vient nous voir et qu'on déclenche une mission avec vous, alors il y a plusieurs cas. Il y a des cas où on a eu, je vais donner des exemples comme ça,
des fonds d'investissement qui accompagnent des sociétés qui disent la société dit il faut que je me transforme en informatique, et le fonds d'investissement qui est assez aguerri sur ces sujets-là dit ne le faites pas tout seul, faites-vous accompagner. Donc on a quelques fonds d'investissement qui nous accompagnent. On est également labellisé Industrie du futur. Donc là, ce label nous permet de recevoir aussi des dossiers. Donc Industrie du futur, on est labellisé en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, les sociétés qui sont PME, PMI et ETI passent par ce dispositif-là. Et là, eux, ils l'utilisent vraiment. Ils ont bien compris la problématique pour se transformer et faire des choix de solutions pérennes et évolutives. Et puis, le troisième sujet, pourquoi on fait appel à nous, souvent, des clients ont fait des expériences de choix de solutions sans se faire accompagner, et ça ne s'est pas très bien passé. Donc, quelques années après, quand ils sont quand même obligés d'y passer, quand je dis ça ne s'est pas très bien passé, c'est que j'ai 2-3 exemples en tête où ils ne sont pas allés au bout. Ils ont payé, mais pour ne rien voir. Et quand on est ETI ou PME, même grand groupe, payer pour ne rien voir, c'est jamais très très bon. Donc, ils ne réitèrent pas l'aventure. Là, ils se font accompagner par des sachants. Clairement, nous, notre vraie valeur ajoutée, c'est la connaissance. On n'est pas agnostique sur les solutions, mais c'est donc la connaissance d'une grande partie des solutions, parce qu'il y en a pléthore, d'une grande partie des solutions sur les domaines qu'on attaque. En l'occurrence, sur la GED, on a une très bonne connaissance des solutions, donc de Efalia particulièrement, mais d'autres solutions du marché, évidemment. D'accord. On fait appel à vous parce que vous avez cette expertise-là que qu'on fait un client final n'a pas forcément ou n'a pas le temps de s'investir dans ces projets de transformation. Tout à fait, Erwan. Et puis nous, on va arriver aussi avec une méthodologie. On va arriver avec une grille des exigences déjà préformatée, puisqu'on a acquis un certain nombre de retours. Donc, quand on nous demande de choisir ou d'accompagner un client sur des outils de dématérialisation, on arrive avec des grilles d'exigences qu'on va adapter au contexte. Mais bon, on a des grilles de 150 exigences en moyenne sur les dossiers. On a déjà également des dossiers de consultation. On a déjà également des benchmarks, et puis on a tout un kit méthodologique qui nous permet d'analyser l'existant, de faire en sorte d'avoir une bonne expression des besoins, et puis d'animer les ateliers de co-construction. On va utiliser d'autres outils, d'autres méthodes. On va parler de CIPOC, on va parler de Moscov, on va parler d'outils comme Klaxoon, etc., etc. Donc, voilà, on arrive avec un panel, et donc toute l'expérience des consultants et du cabinet Shift, on le met au service de nos clients. Et ça permet d'aller plus vite, ça permet de ne pas se tromper, et ça permet de tout prendre en compte dans, comme le disait Philippe, une vue 360 pour assurer le succès des entreprises. Très bien, merci beaucoup. Emma, je propose qu'on passe aux questions. Oui, merci beaucoup. Merci pour ces présentations qui ont été très claires puisque nous n'avons pas de questions. Donc, je pense que le message est passé. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent à la suite du webinaire, à nous les envoyer via contact@efalia.com ou via le site efalia.com ou même sur les réseaux sociaux. En passant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous ferons passer évidemment toutes les questions aux bons interlocuteurs. Merci beaucoup en tout cas et à une prochaine fois pour un prochain webinaire. Et merci beaucoup aux équipes de Shift qui nous ont accompagnés sur ce webinaire. Enchanté. Merci à vous de nous avoir invités. À bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.